toutes et à tous. Ce dimanche après-midi, alors vous le savez certainement, mais je vais quand même le redire parce que j'aime bien parler. Cette séance a lieu dans le cadre d'une manifestation qui est nouvelle pour nous et pour tous les cinémas qui y ont participé. C'est la quinzaine des cinéastes en salle. Donc la quinzaine des cinéastes, comme vous le savez, c'est le nouveau long de la quinzaine des réalisateurs, une sélection du Festival de Cannes, qui est défricheuse, pour citer son délégué général, et qui a souhaité donc cette année avoir cette reprise très ambitieuse, donc avec l'ensemble de la sélection des 19 films qu'il avait choisis pour sa sélection, projetés dans certaines salles partenaires entre le 7 et le 18 juin. Donc c'est un projet, encore une fois, assez inédit, auquel on a décidé de participer parce que ça nous semblait une bonne idée de vous proposer quelques semaines après le Festival de Cannes de retrouver toute cette sélection à Montreuil. Et je suis vraiment ravie de voir que vous avez répondu présente. Donc déjà pour ça, je vous remercie. Ça va nous permettre de pouvoir continuer ce genre d'expérimentation et de les faire perdurer dans le temps. Je remercie aussi bien sûr la quinzaine des cinéastes et aussi le distributeur Arizona de l'autre Lawrence, parce que c'est pas rien de confier son film comme ça à plusieurs salles, plusieurs mois avant la sortie. Ça reste quelque chose d'un peu inédit. Donc je les remercie pour leur confiance. Et j'accueille sans plus tarder pour cette avant-première le réalisateur Claude Schmitz et son actrice Louise Leroy, sous vos applaudissements. Bonjour, merci à tous les deux d'être là pour merci à vous. Cette avant-première, donc dans ce cadre si particulier. On se retrouvera à l'issue de la séance de toute façon pour échanger sur le film. Vous voulez dire quelques mots en préambule de présentation? Eh bien, tout d'abord, j'espère que ça vous plaira. Et puis, ravie de voir que vous êtes autant nombreux. Et voilà, moi, c'est mon premier film, donc donc je suis très contente. Soyez indulgents. Donc je suis très contente d'être là. Avec toi. Et bien moi aussi, je suis très content d'être là avec toi, Louise. Merci d'être là. Oui, effectivement, nombreux un dimanche. Ça fait plaisir. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est de passer une excellente projection s'il y a moyen. Et après ça, si vous avez des questions, si vous voulez débattre ou pas de cette affaire, à l'issue de la projection. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là en général. Mais c'est ce qu'on va faire tout à fait, tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour remercier l'association Rancard Oméliès, qui est partenaire de cette séance, et l'association de spectateurs du cinéma. Merci à vous pour votre fidélité, Oméliès. Donc on pourra se retrouver à l'issue de la séance pour en parler. Merci beaucoup, merci. Claude et Louise. À tout à l'heure, très bonne séance. À tout à l'heure. Et Louise Leroy, avec une école française. Merci. Je vais poser les deux trois premières questions, mais dès que vous avez envie de participer, levez la main, on est là pour cet échange. Claude, j'ai envie de te demander, peut-être avant de parler des envies du film, moi j'aimerais bien qu'on commence par la première scène en fait, que je trouve assez déjà très belle et puis assez intéressante par rapport au film lui-même, parce que l'ambiance, les néons, le discours en espagnol, les mafieux, c'est à la fois des éléments du film, mais c'est aussi un genre de chemin de traverse par rapport à la
l'intrigue principale. On se demande vraiment où on est, ce qui se passe avec ces histoires de fantômes. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir voulu ouvrir ce film sur cette scène-là. Est-ce que c'est une façon peut-être de dire aux spectateurs qu'ils ne sont pas exactement dans ce qu'ils croient qu'ils sont? Enfin, est-ce que c'était une des intentions ou peut-être pas? Enfin, pourquoi ce choix? Oui. Merci. Donc, oui, c'est une bonne question, enfin, bonne introduction. On n'entend pas bien? Oui, il faut parler bien près, nos micros sont un peu... Pardon. La première scène, en fait, c'est une scène qui est en réalité calquée en fait, sur la scène d'ouverture de Hamlet de Shakespeare. Comment dire, pourquoi? C'est-à-dire que dans Shakespeare, dans cette première scène de Hamlet, il y a ces deux gardes en fait, qui parlent du fantôme du roi en fait, qu'ils auraient vu passer. Et il y a plusieurs références à Hamlet dans ce récit qu'on va voir, et notamment la boîte de nuit qui s'appelle Elsinore, qui est le nom en fait, du château d'Hamlet dans Hamlet, qui s'appelle Elseneur en français, mais voilà, le nom c'est Elsinore. Voilà. C'est un film qui parle d'identité, de la question d'identité, j'ai envie de dire, puis aussi d'héritage. Il se trouve que moi je viens du théâtre à la base, donc je fais du théâtre depuis 20 ans, et en parallèle de ça j'ai commencé à faire du cinéma donc, il y a une dizaine d'années. Donc tout ce background, on va dire, de théâtre évidemment fait partie de mon bagage, et et bien sûr que le film travaille ici principalement avec des codes et des archétypes qu'on va retrouver en fait dans les films de genre, dans les films de série B, dans les films d'action, surtout américains. Mais en fait, je pense que la vraie super dramaturgie entre guillemets, c'est ce qui m'a aidé à construire véritablement ce film, c'est ce que j'avais retenu en fait de la façon dont Shakespeare en fait construit souvent ses pièces, c'est-à-dire en fait des espèces de récits en fait qui sont relativement baroques. Baroque dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire biscornu, on va dire, avec des ruptures de style. Chez Shakespeare, il y a souvent cette façon de passer, on va dire, d'un genre à un autre, de la tragédie à la bouffonnerie. Je le dis souvent, mais par exemple, la fonction des deux policiers dans l'histoire est un peu celle de personnage un peu comique, en fait, bouffon, qu'on peut avoir dans plusieurs pièces de Shakespeare, c'est-à-dire des personnages qui vont apporter un éclairage différent sur le même thème, quoi, comme une sorte de variation sur le même thème. C'est-à-dire que là où, par exemple, Jade et Gabriel vont avoir une discussion très sévère sur des sujets qui vont avoir avec la trahison, supposée trahison de la mère de Jade, etc., les flics, juste après, donc on apporte une deuxième lecture, en fait, ou un deuxième regard en fait, sur la thématique de la trahison, mais de façon burlesque. Donc c'est quelque part cette façon de travailler par rupture, par effet de contraste, en passant de la sorte de scène bouffonne à la tragédie, ou dans l'inverse. C'est quelque chose qui me vient de Shakespeare. Voilà. C'est-à-dire, et donc voilà, cette scène d'ouverture évidemment donne une sorte de première ouvre sur quelque chose qui, je pense, donne peut-être une indication au spectateur que ce qu'il va voir n'est pas un récit naturaliste, mais plutôt une sorte de conte ou une sorte de rêve. Et en ça, cette première scène est une sorte de prémisse en fait, à ce qui va se passer après. Donc, c'est-à-dire que le film, après, part sur des rails un peu plus classiques, j'ai envie de dire, et puis au fur et à mesure, il s'enfonce un peu plus dans une sorte de cauchemar réveillé, presque, avec cette jeune fille qui est coincée entre toutes ces figures paternelles, en fait, ces différentes figures de père, en fait, dont elle va réussir à s'échapper. Oui, parce que c'est vraiment un film sur
c'est toi, Louise, le personnage principal, je pense. C'est un film sur je trouve pas le mot, mais sur l'émancipation d'une femme. C'est un film sur des personnages masculins, archétypaux, qui sont un peu à bout de souffle. C'est un petit peu ça que tu as peut-être voulu montrer aussi dans ce... Tu parles de mélange de genres, et ces genres-là, effectivement, ils sont ni parodiés, ni complètement suivis de façon rectiligne, mais j'ai l'impression que tu les aimes, et à la fois peut-être tu expliques que certains personnages n'ont plus vraiment lieu d'être, et on leur dit d'une certaine façon. Oui. En fait, j'avais envie de parler aussi de tout un monde qui s'effondre, en fait. Qui est constitué d'archétypes, de figures, de codes qui appartiennent, en fait, pour moi, en fait, à un monde ancien. C'est pour ça que je voulais que les hommes soient joués par des personnages, enfin par des acteurs plus âgés. J'avais envie de faire une sorte de fable sur l'effondrement d'un système de représentation du monde qui m'avait été livré, moi, en tant qu'adolescent, à travers tout un tas de films, de séries B américaines, et qui me semblait être... en même temps, j'en ai vu beaucoup donc, quand j'étais ado, et j'en tirais un certain plaisir, on va dire, à l'époque, mais j'en ai aussi compris à un certain moment le côté, faux, en fait, quelque part. C'est-à-dire une sorte de rapport au monde très viriliste, des personnages qui sont coincés même dans des rapports de genre, en fait, très caricaturaux, quoi. Et donc, et le film, un peu comme les tours du 11 septembre, raconte cet effondrement de ça, quoi, de cette vision du monde qui m'avait été livrée par les États-Unis, on va dire, sans que je les demandais véritablement, puisque c'était juste des choses qu'on me donnait à voir, quoi. Donc ça passe par le personnage de Jade, Louise, enfin, déjà bravo, parce que vraiment c'est ton premier film. Moi je trouve que ce rôle est assez extra, parce qu'il porte à la fois beaucoup d'archétypes, comme on a dit, mais tu le tiens avec une vraie grâce et une vraie identité. Et voilà, je voulais savoir comment toi tu avais reçu ce rôle, peut-être, comment tu l'avais envisagé avec Claude et avec tous les personnages masculins. Il y a un autre personnage féminin, mais qui est aussi peut-être du côté de l'autorité et peut-être d'une certaine virilité. Donc voilà. Merci déjà. Moi j'ai abordé Jade. Enfin, je l'ai vue comme une fille rebelle. Donc, automatiquement, que ce soit des filles ou des hommes, je me suis automatiquement dit, j'ai un but, c'est savoir pourquoi mon père est mort. Je vais à ce but, et peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, il faut que j'arrive à ce but. J'ai eu une vraie complicité avec Olivier, que ce soit hors du plateau ou sur le plateau, ce qui m'a permis un peu enfin, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais de me rapprocher du seul homme qui pourrait peut-être être mon père, mais au final qui ne l'est pas. Et j'ai grandi avec 2 grands frères et un père, et j'ai jamais eu j'ai jamais connu ce côté homme-femme. Enfin, il y a toujours eu beaucoup d'égalité à la maison. Donc c'est pas une habitude pour moi de faire face enfin, je suis pas trop homme-femme, pour moi on est égal. J'ai pas forcément pensé à ça. Mais c'est vrai que le scénario en dit beaucoup au final sur les hommes qui prennent le dessus, les hommes qui décident, la femme qui suit. Je sais pas. Si. Et d'ailleurs, mais oui, c'est marrant que tu dis ça. Enfin, je parle de ton rapport à ta famille, mais évidemment, ce que j'ai souvent pensé aussi, c'est que pour moi, le personnage de Jade, c'était un peu moi, en fait, en réalité. C'était mon rapport à une sorte d'émancipation. Donc, voilà. J'avais envie que qu'il y ait une altérité, que ce soit un personnage féminin, etc. Mais c'est de la fable, raconte aussi simplement une sortie d'un imaginaire,
quelque part d'un imaginaire qui est fabriqué par des hommes. Parce que, bon, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas pu à un moment se sentir pas à sa place, c'est-à-dire quelque part dans un monde qui était pensé par des hommes. Et je me rappelle quand j'étais adolescent, j'étais dans les internats de garçons, j'étais entouré que de garçons. Et quelque part, tout ce rapport, la fascination, oui, pour des figures viriles, enfin voilà, tout ça, des choses que je ne comprenais pas très bien. Voilà. D'ailleurs, je le dis régulièrement aussi, mais je n'ai aucune ni fascination, ni aucun intérêt pour les voitures, pour les motos, pour les armes à feu, tout ça, c'est complètement différent. Mais par contre, je l'ai trouvé utile et important dans le récit parce qu'il participe à créer cette espèce d'environnement masculin très, très fort, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, je vous passe le micro pour qu'on entende bien derrière. Bon, du coup, bonsoir. J'ai deux questions, une pour Loïse et une pour Claude, du coup. Louise, déjà, je trouve que tu nous as demandé d'être indulgent et tout, et ton jeu est vraiment exceptionnel et très juste. Vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Et je trouve que le réalisateur t'a pas facilité la tâche, parce qu'il y a beaucoup de plans fixes, beaucoup de plans rapprochés et pas mal de focales fixes, j'ai l'impression. Donc ça veut dire que la caméra était très proche de toi. Et je me demandais si à la fin du tournage, tu as réussi à faire abstraction de cette caméra dans ton jeu. Et la deuxième question du coup pour Claude, c'est que vous avez fait le choix de faire des lumières très dures avec des ondes très marquées. Et c'est assez rare dans le théâtre du coup de faire ça. Et dans le cinéma, je trouve ça très radical. Et je trouve que c'est une prise de position qui est très humaniste peut-être. Et j'ai trouvé ça très beau, et je me demande aussi que pendant les 3/4 du film, en fait, cette lumière est très dure, il y a beaucoup de détails, et vers la fin du film, cette lumière devient douce. Est-ce qu'il y a un parti pris derrière ou quelque chose? Voilà, merci. Alors, du coup, pour parler de ma complicité avec Claude, au-delà de la caméra, après je reviendrai sur la caméra, c'est quelqu'un qui laisse énormément de place à la liberté, donc pour l'acteur, que ce soit l'impro, voilà, notre imaginaire. Donc c'est pour moi un très bon réalisateur. Je pense qu'il y a peu de réalisateurs qui font ce choix. Il a un vrai univers et il le partage, et ça a été un grand plaisir de travailler avec toi. Et au niveau de la caméra, j'avais une appréhension avant de tourner, que ce soit comme un regard, comme un humain. Et en fait, je l'oubliais. Enfin, dès les premières scènes, ça faisait partie du décor, quoi. C'était plus mon problème pendant le film, je pense, si je peux dire, c'est plus ma satisfaction envers moi-même. Est-ce que j'ai fait la scène bien? Comment me perfectionner, même là en regardant le film, je me dis bah tiens, ça, comment je pourrais le faire plus tard, ou voilà. Mais la caméra, ça n'a pas été un problème du tout, et Claude était derrière la caméra, à toujours avoir un bon conseil, à voilà, bien t'aiguiller, donc ça n'a pas du tout été un problème. Oui, parce que c'est vrai que l'idée après c'était aussi de... Moi j'aime bien les plans fixes en général, et justement de ne pas surdécouper les choses, parce que ça permet justement aux gens d'exister, quoi. D'éviter d'être dans quelque chose où en fait on va tout le temps créer un rythme à l'intérieur de... J'aime bien que le rythme vient de l'intérieur de la scène, on va dire, de l'intérieur du plan, quoi. Donc pour moi c'était important effectivement voilà, qu'il puisse y avoir de la longueur, des choses comme ça. Et encore sur ce film, je me suis retenu. Mais voilà, pour sinon, oui, parce que parfois on fait des prises qui peuvent durer 7-8 minutes. Mais j'aime ça parce que c'est du temps présent, quoi, en fait, c'est ce que je trouve le plus beau. Bon. Et pour la question de la lumière, en fait, c'est surtout l'idée
de créer un univers qui soit un peu atemporel, quelque chose qui soit pas complètement dans l'époque maintenant, enfin, qui paraisse coincé quelque part entre les années 70 et aujourd'hui peut-être, je ne sais pas. Et donc on a pas mal, avec mon chef opérateur Florian Berruti, on a pas mal discuté de lumière, de contraste, effectivement de voir comment on allait créer une texture particulière à ces images. Et notamment on discutait de certains chefs opérateurs. Enfin, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces détails-là, mais de penser à certains films de Wim Wenders d'une certaine époque, Paris, Texas, ou l'ami américain, des films assez contrastés, justement, où il y avait un travail sur la lumière assez fort, assez éclairé, et aussi des choses comme... mais même penser à des gens comme Douglas Sirk, qui sont des réalisateurs plus anciens, qui créent des univers très artificiels, quoi, qui n'étaient pas naturalistes. Donc, toujours avec l'idée de créer une sorte d'atmosphère qui devienne de plus en plus onirique. C'est-à-dire, quand on rentre dans cette espèce de nuit, en fait, qui semble être relativement longue et étrange, voilà, perdre un peu faire en sorte que la notion de temps soit un peu perdue et qu'il y ait quelque chose qui devienne un peu hypnotique. Ouais. Par exemple, il y a le conte, effectivement, qui est raconté à Louise, à Jade, dans un certain moment. Enfin, tout ça participe à créer une sorte d'atmosphère étrange où, en fait, on sort le film se métamorphose, mute, et en fait, progressivement, on va dans quelque chose d'un peu plus mental. Et où, effectivement, après, il y a une sorte de sortie, en fait, dans ce désert. On a, évidemment, si c'est tourné en plein jour, c'est forcément plus lumineux, mais qui était une sorte de... j'avais cette idée de... Voilà, dans le film, il y a comme ça plusieurs décors qui sont des faux semblants, quoi, qui créent... on voulait une sorte de fausse frontière espagnole, donc ça se passe fausse frontière mexicaine, non. Ça se passe à la vraie frontière espagnole, mais on voulait le traiter comme si c'était, dans mon imaginaire, une sorte de fausse frontière mexicaine. Encore une fois, en référence à tous ces films américains. Il y avait l'idée de cette maison blanche qui est une fausse... une vraie maison blanche. Et il y avait l'idée de ce désert à la fin qui est un faux vrai Grand Canyon, puisque c'est tourné en Espagne, dans des endroits où ils ont tourné pas mal de western spaghetti, mais toujours avec l'idée de créer des paysages qui puissent en évoquer d'autres dans cet univers nord-américain. Et je trouvais en tout cas l'idée assez belle que le personnage de Jade termine dans ce désert et jette cette fausse Rolex pour aller je ne sais pas où. Oui, du coup, le désert, ça laisse imaginer, on se demande est-ce qu'elle va se perdre, est-ce qu'elle va se retrouver. Ça laisse un imaginaire. Ouais. Fausse Rolex dans un faux désert. Monsieur. Le désert est vrai pour le coup. Moi, je vais poser une question double, c'est-à-dire je vais vous poser la même question à tous les deux. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dans le film, parce que je pense que ça mérite d'être digéré, et il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'ai eu l'impression de m'être fait balader par la narration et par la mise en scène pendant tout le long du film, mais de manière très agréable. La question, c'est plutôt, dans tous les tournages, il y a toujours un, et voire souvent, un moment de grâce. Est-ce qu'il y en a, Louise et Claude, est-ce que tous les deux, vous auriez un moment de grâce du tournage que vous aimeriez nous raconter? Bonne question. Vas-y, t'allais dire un truc. Un moment de grâce, c'est un moment qu'on a aimé ou un... Ouais, un moment de joie ou un truc qui s'est passé, un moment qui était absolument magique. Pour moi je peux répondre, mais pour moi, il y a il y a plusieurs moments de grâce, en tout cas, entre guillemets, durant le tournage, mais une des choses, alors je vais parler pas de Louise, parce que je pourrais dire plein de choses sur Louise, quelque part, il n'y a eu que des moments de grâce, mais par exemple, dans les choses qui m'ont marqué, par exemple,
les deux policiers, donc Francis et Rodolphe, enfin, donc, c'est des scènes qui ne sont pas écrites. Donc là, c'était vraiment c'est de l'improvisation. Donc, donc l'idée, c'était d'avoir des traitements différents en fonction des personnages, et notamment pour eux deux. Je m'étais dit, l'idée, c'est juste de trouver la bonne recette, enfin, c'est-à-dire de trouver les deux bons ingrédients, en parlant d'eux, et de les mettre ensemble, et en imaginant qu'il allait se passer quelque chose, puisqu'ils ne se connaissaient pas avant. Et en fait, tout de suite, il y a une sorte de magie entre deux, et c'était assez incroyable. C'est que je pense que chaque fois, les scènes avec Rodolphe et Francis, c'était des scènes où il y avait une prise. Enfin, la première était bonne, quoi, et elle était totalement improvisée, dans une sorte de. Là, pour le coup, il y a une sorte de grâce qui s'opère, parce qu'en fait, ils ont une capacité à se répondre et à inventer de la punchline, et des espèces de. Et même un côté méta dans le film, puisqu'en fait, Rodolphe, enfin, par exemple, le moment où Rodolphe dit c'est un mauvais film, on est dans un mauvais film, il l'a sorti comme ça, et évidemment, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, mais oui, c'est génial, évidemment. Tu vois. Donc, ça, c'est surtout le truc qu'on ne voulait pas couper au montage, parce que c'était. Tout d'un coup, c'est comme eux, ils ont une sorte de fonction, ils ont un regard sur le film que vous-même êtes en train de regarder, et puis ils ont un commentaire dessus, et puis ils disent ce qui est pas faux, c'est-à-dire c'est un mauvais film, quoi. Non, voilà. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette intrigue, qu'est-ce que c'est que cette enquête, où ça mène, qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Donc la mayonnaise entre Rodolphe et Francis, ça c'était des tas de grâce permanents. À chaque fois que ça a tourné, c'était vraiment, on était sciés. Il faut faire un truc, quoi. Il faut continuer avec ces deux gars-là. D'ailleurs, il y a un projet de faire une sorte de spin-off avec les deux flics, où ils seraient mutés dans les Vosges, placardisés après cette enquête-là. On a l'idée de continuer un truc comme ça, c'est trop fort. Et puis, autre état de grâce, encore une fois, parce que c'est toujours, pour moi, c'est un plaisir quand je travaille avec des gens qui ne sont pas acteurs aussi, c'est des bikers, qui sont des gens qu'on a rencontrés par hasard à Perpignan, enfin près de Perpignan, qui sont c'est un vrai club de bikers là-bas, c'est des vrais Hells, et qui sont des gars en fait formidables, qu'on a rencontrés dans la rue par hasard. Et qui se sont retrouvés à jouer pas leur propre rôle, parce qu'ils ne sont pas racistes dans la vie, etc. Mais des variations d'arc d'eux-mêmes, et qui, voilà, notamment Patrice qui joue pas le chef, ça c'est joué par Barbet, mais Patrice qui a des altercations avec l'américain, enfin, voilà, tout d'un coup c'est quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie, qui a 62 ans je crois, et qui a fait tout un tas de choses dans sa vie, qui tout d'un coup se retrouve acteur, et c'est une révélation. Je me suis dit, formidable, génial, on a encore un gars à qui on peut faire plein de films. Il est embauché dans le spin-off, du coup? Oui, il sera sûrement dans le spin-off, c'est sûr. Oui. À toi. Du coup, un moment de grâce. Je ne sais pas si c'est un moment de grâce. Ça a été, je pense, la dernière scène du film, qui en fait était ma première scène, qu'on l'a tournée en dernier. Et ça a été le moment d'adieu de Jade, on va dire, entre mon personnage et l'équipe. Je ne sais pas si c'est un moment de grâce, mais c'est le moment le plus fort qui me revient. Enfin, il y en a eu plein, mais voilà. Oui, c'est un bon moment. Ça veut dire que le tournage s'est très bien passé, on imagine. Louise, c'est une question pour toi. Du coup, il y a un moment où on te voit faire du piano lors d'une scène. Et on voulait savoir combien de temps t'as pris pour créer ce morceau. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai composé ce morceau pour Claude pour le remercier de m'avoir pris sur le film. Et en fait, pendant le film, je sais plus comment ça s'est fait. Il y avait un piano dans le fameux château là. Et tu m'as dit oui, ça serait bien qu'on intègre dans le film la scène au piano. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, moi, ça m'a touchée de faire ce morceau que j'avais composé pour toi dans le film. Voilà, c'est un petit clin d'œil.
Voilà. C'est un beau moment. Oui. J'ai eu ça au générique, et du coup, il s'est fait 2 musiciens-acteurs qui sont recrutés, puisqu'il y a Rodolphe Burger aussi dans le rôle. Alors je vais peut-être dire une bêtise, c'est son premier film en tant qu'acteur. Oui. Et il apporte lui aussi avec son univers musical quelque chose de peut-être dans l'imaginaire. Enfin, je sais pas comment est-ce que tu as eu l'idée de le choisir? Rodolphe, c'est vraiment c'est une super belle rencontre du film aussi, mais c'est des choses. Alors pour le coup là, ça vient pas de moi à la base, c'est ma directrice du casting qui m'avait dit j'étais voir un concert de Rodolphe Burger hier, il est génial sur scène, et je me suis dit mais ça c'est une idée incroyable, c'est le genre d'idée que j'adore. Et puis voilà, Rodolphe a vu un de mes films, il a bien aimé, puis on s'est vu, et puis effectivement il n'avait jamais joué, il n'avait jamais dit oui, rien du tout. Enfin non, il avait déjà proposé, mais... Une scène avec Adjani, je crois, il m'avait dit... Il avait dit non. Enfin bref, donc il n'avait jamais joué de sa vie, et puis en fait, ce qui l'intéressait, c'était justement jouer avec Francis, parce qu'il avait vu Braquet Poitiers, donc c'est ça que je lui ai donné comme film, et il a dit, ah si c'est pour jouer avec lui, alors il n'y a pas de problème, je veux bien. Et c'est vrai que, ouais, Rodolphe, c'est un peu, il y a 2 révélations, enfin il y en a 3 avec Patrice et les autres, mais j'étais quand même assez bluffé parce que je me suis dit oui, il va se passer un truc, mais je ne m'attendais pas quand même à ce qu'il soit aussi drôle en fait. Et puis avec un sens du rythme et de la comédie très gestuelle que je ne lui ai pas imposé, qui est la sienne, très particulière. Et l'idée de le faire jouer dans le générique de fin, du coup, c'était aussi... Alors l'idée de le faire jouer dans le générique de fin, c'est parce que en fait, j'aime bien cette idée, c'est toujours l'idée de sortir d'une histoire, quoi, en fait. Il y a un travelling arrière, et c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée qu'il y a dans tout le film, et tout ceci est une fable, est une histoire. J'aime bien l'idée que tout d'un coup, à un moment, les gens sortent de leur fonction, enfin de leur personnage pour rentrer dans ce qu'ils sont dans la vie réellement. Je trouvais ça beau qu'il y ait une sorte de musicien que Rodolphe amorce en fait la fin du générique, enfin le début du générique plutôt, et qui nous raconte en même temps tiens voilà, le film se termine, tout cela n'est qu'une histoire, je joue mais en fait je suis musicien, c'est très simple, hein. Et puis après il a joué ce morceau pendant ton âge, et après Thomas Turin, qui est le compositeur qui a composé la bande son du film, a orchestré en fait toute la partie, enfin a ajouté des samples, enfin tout ce qu'il y a après pour faire grandir ces riffs de guitare, quoi. Et puis Rodolphe a par ailleurs aussi après rajouté des guitares sur d'autres morceaux. Enfin, toutes les guitares qu'il y a dans le film ont été rajoutées sur le travail de Thomas. Donc ouais, chouette apport. Qui engrossit le film un peu du côté du théâtre, il me semble, avec justement un personnage qui se relève et qui explique que c'était une histoire. Il y a aussi quelque chose un dispositif qui peut être un peu théâtre, issu du théâtre aussi. Oui, c'est ça peut faire partie du théâtre, oui, effectivement, c'est vrai. Et après, c'est des trucs qui ont déjà été faits dans d'autres films, hein, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais j'adore cette idée-là. Je me rappelle d'un film, d'ailleurs, c'est marrant, vous avez projeté, le Inland Empire de David Lynch. Oui. Tout le générique de fin, il y a tous les acteurs qui reviennent. Et donc, là, c'est pendant toute la durée du générique, tout d'un coup, il organise une sorte de fête, je ne sais pas très bien, puis en fait les acteurs sont pas dans leur rôle, ils ont été invités, j'imagine, pour tourner ce dernier plan, qui est aussi une sorte de travelling, je crois, si je me rappelle bien. Et j'adore ce genre d'idée, parce que c'est effectivement, il y a un côté, genre, la représentation est terminée, on vient voir, dire que tout ça était une fable, quoi. Tout ça, mais c'est une fable, rien n'est vrai. Et tout est vrai. Tout est vrai et tout est faux. Est-ce que vous avez... Ah, monsieur. Oui, alors, une remarque qui me vient là tout de suite, et une question. La remarque, elle fait suite à d'autres questions qui ont été posées sur la photo, qui est extrêmement travaillée. Enfin, je ne sais pas comment on dit, hein, moi je ne fais pas du tout du cinéma. Voilà, la photo qui me semble est vraiment extrêmement travaillée, enfin, d'ailleurs celle qu'on voit à l'écran. Le jeu des acteurs est particulièrement mis en avant. Parce que c'est ce qui a été dit, hein, donc je ne fais que redire ce qui a été dit, mais avec ces plans extrêmement rapprochés, Louise, pouf, voilà, c'est superbe. Le jeu de ton alter ego, si je peux dire, également.
Voilà, et donc je suis frappé par cette mise en avant de différents éléments qui d'habitude sont beaucoup plus fondus, enchaînés, si je peux dire, au cinéma. C'est-à-dire que là, la photo est extrêmement présente, l'image, je ne sais pas comment on dit, le jeu des acteurs, et vraiment, par moments, on a l'impression d'être à un casting. Et j'en viens à mon troisième point, la musique, qui est assez fabuleusement mise en scène, qu'on entend d'autant plus, d'autant mieux que les plans sont fixes. Voilà. Et du coup, on est attentif à ça. Et alors, ma question, voilà, donc il y a trois. C'est comme si ce film mettait en avant les différents éléments qui composent un film, si je peux dire. Bon, voilà. Bon. Ma question, c'est comment on donne. On se disait avec ma femme, on se disait qu'on avait adoré la bande son, entre autres. On a adoré plein de choses, mais la bande son, puisqu'on en parlait tout de suite, je crois, est super. Et voilà, Rodolberger à la fin, bon, c'est génial, mais la bande son, voilà. Donc qu'est-ce qu'on donne comme indication? Est-ce qu'on donne des indications? Qu'est-ce qu'on raconte à quelqu'un qui va composer une bande-son? C'est une bonne question. En fait, bon, déjà Thomas Turin, qui est le compositeur, donc, déjà cette bande-son sortira elle va sortir à un moment, et en plus elle va être agrémentée d'autres morceaux qui ne sont pas dans le film, qui avaient été composés pour ça. Mais, bref, Thomas donc, est un ami avec qui je travaille depuis 20 ans maintenant. Il a fait toutes mes compositions pour le théâtre et pour le cinéma. Il est belge. Et avec Thomas, en fait, Thomas a lu le scénario bien avant qu'on tourne. Et il a commencé à travailler dans son coin et à préparer en fait tout un tas de matières sonores, de thèmes, le thème de Jade, le thème de Gabriel, le thème de Marion, la mère de Jade, qui n'existe pas dans le film. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Il a commencé à travailler sur un spectre assez large de choses, et il est arrivé, il m'a dit, voilà, écoute ça, je crois qu'il y avait 2 heures de musique, des morceaux différents, et on a beaucoup parlé avec Thomas, en fait, de l'idée de... avant qu'il commence justement à travailler ces morceaux-là, de créer justement une bande-son qui soit le plus baroque possible, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, c'est-à-dire dans le sens où d'avoir des textures qui soient très 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 différentes. Des choses qui, en fait, d'habitude dans un film on ne le fait pas trop, c'est-à-dire de mélanger de la flûte de Pan avec, il y a un morceau de Bach, de Jean-Sébastien Bach, il y a de la flûte de Pan, il y a des nappes beaucoup plus synthétiques, enfin voilà, toutes ces choses-là. L'idée c'était vraiment de créer, en fait, d'avoir quelque chose d'assez surprenant en fait dans l'évolution du son dans le film, pour que en fait continuellement on ait cette espèce de rupture de style qui nous apporte, j'espère créer comme une unité, mais qui nous apporte qui nous mène qui nous apporte un regard un tout petit peu de côté sur la chose. C'est-à-dire qu'en fait la musique a une fonction aussi ironique parfois, où elle amène une sorte de contraste par rapport à ce qu'on voit. Voilà, donc l'idée avec Thomas, c'était, voilà, quand Thomas m'a livré tous ces morceaux, ce qu'on a fait, c'est qu'en montage, quand on a commencé à monter le film, moi j'essayais en fait des maquettes de ces morceaux en montant le film. Donc j'avais mes 2 heures de musique, et chaque fois je disais, tiens, on essaie cette maquette là-dessus, ça marche pas. Et à partir de moments où on avait identifié des moments où on se disait, tiens, en fait, cette plage musicale fonctionne bien là-dessus, par contre il faudrait l'étendre sur 5 minutes, la faire évoluer. Et comment est-ce qu'on l'orchestre? Est-ce qu'on met justement là des flûtes de Pan pour venir contredire un peu le thème un peu sombre? En fait, c'est vraiment un travail de construction qui a été assez long. Mais voilà, et toujours avec l'idée de créer quelque chose qui soit le plus surprenant possible, et qui puisse avoir aussi un souffle lyrique en fait à certains moments, notamment sur la scène de l'hélicoptère. Ouais, c'était un vrai plaisir, c'était génial de faire ce travail de son. J'étais très présent quand même. On a beaucoup travaillé ensemble dessus. Il est venu aussi un peu sur le tournage. Thomas est venu sur le tournage, il a essayé de sentir un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu ça. Et après, parce que ce que vous disiez sur la question des plans fixes,
temps laissé aux acteurs, etc. Bon, mais ça, c'est sans doute une sorte de déformation, on pourrait dire, qui vient du théâtre aussi, mais qui est l'idée que moi, j'aime, encore une fois, la durée, j'aime comme les acteurs peuvent exister dans un cadre et que voilà, on donne du temps à la scène de se développer. C'est vraiment des choix, quoi. On pourrait évidemment travailler très différemment, de découper les choses. Bon, voilà, j'aime plutôt bien ça. Et tout le sens du travail sur la lumière, le travail avec les acteurs, va dans cette direction-là, de créer des choses qui soient effectivement assez posées, quoi, assez carrées. Bonsoir. Donc, déjà bravo pour ce film qui est assez beau à tous les niveaux. Mais je me demandais à la fin, lorsque les deux Lawrence sont assis côte à côte, est-ce que pour vous ça a été une évidence que ce serait François qui tuerait Gabriel, ou est-ce que, parce que quand on entend le coup de feu, on se demande lequel des deux va sortir. Et est-ce que vous avez hésité sur lequel des deux allait tuer l'autre? Comment vous avez choisi? J'ai pas hésité, c'était vraiment l'idée effectivement. Cette scène est un peu particulière, on l'a tournée de façon aussi frontale, et donc l'idée c'était de faire quelque chose qui soit pas naturaliste, encore une fois, c'est-à-dire en gros que les deux personnages soient identiques. Donc, en général, on pourrait dire, c'est quand même bizarre, ils ont exactement les mêmes vêtements, ils doivent forcément avoir d'autres vêtements, l'autre, mais moi mon idée c'était d'arriver à créer une sorte de scène de rencontre qui soit une scène véritablement de double, quoi. C'est-à-dire plus que des jumeaux, ils sont devenus les mêmes. Et donc il y a ce côté antinaturaliste qui est de se dire, ben, en fait non, ils seront identiques. Et l'idée était pour moi très clairement que ce soit François qui sorte, c'est sûr. Après, et dans l'idée aussi que ça puisse que Jade puisse comprendre à un moment que, en fait, d'abord Gabriel était devenu son père, quelque part le double de son père, et qu'elle puisse évidemment réaliser la trahison, en fait, quelque part de son père, puisque comme c'est un personnage qui est un petit peu qui lui a menti, quelque part. Et donc voilà, il y avait quand même la prise de conscience déjà, la compréhension intime de cette trahison, elle devait être présente. Moi, à la fin, du coup, c'est mon père qui se fait poignarder. Je ne sais pas si je me souviens de... Je me doute que c'est mon père, mais en même temps, il y a quand même une petite confusion. Je pense que c'est quand il me donne la Rolex que je me dis... C'est pas mon oncle. Je ne sais plus comment on avait abordé ça, l'oncle, le père. Non, mais après, ce qu'on avait fait, il y avait ce truc très simple, c'était de dire que quand il sortait de la voiture, il te disait Jade, pardonne-moi pour tout. Ça, c'était Gabriel. Et puis l'autre revenait et il redisait la même phrase, mais sur un ton un tout petit peu différent. Et c'est ce que j'avais demandé à Olivier. J'avais dit à Olivier, en fait, tu vas faire la même chose, mais juste, tu vas le durcir un tout petit peu. Et en fait, c'est le ton qui permettait de créer cette chose. Oui, c'est pour ça dans la voiture que je le regarde. Ouais. Du coup, il y avait ce regard Et ce qui m'intéressait, parce que quelque part le film il parle de ça, quoi, encore une fois de la trahison des pères, en fait, large, et que tout d'un coup il y ait le regard de l'enfant, jeune fille, mais de l'enfant quand même, ouais, sur le père et de la compréhension qu'il y a une trahison. Ça me paraissait quand même important parce que je pense que c'est un peu le sujet du film aussi, c'est-à-dire que quelque part quand on comprend que les récits qu'on nous a livrés sont des récits qui sont faux, et bien le sentiment de trahison est grand. C'était une très belle fin. Merci beaucoup. Merci Roy, Twitch Mix. Merci à vous, merci à François pour Arizona Distribution qui nous a permis aussi de faire cette avant-première de film. On va sortir vers l'automne normalement, mais on vous donnera la vraie bonne date. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt.